Quand le monde pensait que le Burkina Faso n'avait plus de surprise, un tonnerre politique a éclaté sur le Sahel. En moins de 2 ans, sous Ibrahim Traoré, plus de 92% du territoire perdu ont été repris, non par des traités ou des prêts, mais par des filles. Comment un capitaine d'à peine 40 ans a-t-il transformé des prisons en casernes et des condamnés en soldats? Si la justice fut jadis une cellule, elle marche désormais au pas du combat. Ce récit ne parle pas seulement d'un coup d'État, mais d'un renversement moral et stratégique qui redéfinit la souveraineté africaine. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso promet non pas la stabilité de façade, mais une renaissance forgée dans la poussière et la discipline. Le bénéfice, pour un peuple lassé des tutelles extérieures, tient en une phrase simple: reprendre le contrôle de sa destinée. Car derrière chaque décision militaire se cache un enjeu plus vaste, celui de savoir si l'Afrique peut encore écrire ses lois sans les dicter depuis Paris. Le risque, lui, est immense. Transformer la rédemption en militarisation et la dignité en fardeau idéologique. Mais pour des millions de Burkinabés, cette expérience est la première lueur d'une justice qui ne punit plus, mais répare. Les chiffres, les chants et les pas des 1500-600 hommes libérés formeront la mesure d'un pari audacieux, celui de reconstruire une nation à partir de ses propres cicatrices. En moins de 24 mois, le Burkina Faso a repris plus de 92% de son territoire perdu. Ce chiffre, cité par les observateurs régionaux, marque l'un des retours les plus rapides enregistrés au Sahel depuis 10 ans. Le secret, une doctrine inédite façonnée par Ibrahim Traoré. La conversion de la marginalité en force nationale. Dans un pays ravagé par la pauvreté et l'insécurité, les prisons débordaient d'hommes condamnés pour des délits de survie. Vol d'un sac de riz, altercation dans la rue, révolte contre la faim. Là où le monde voyait le chaos, Traoré a vu un réservoir d'énergie. Il a ordonné la création des unités pénitentiaires de combat, CPU, regroupant 15 600 détenus aptes au service, formés à la fois aux armes et à l'histoire du continent. Ce geste, qualifié de folie par certains diplomates, s'est révélé être une équation redoutable. Moins de prisons à s'entretenir, plus de bras pour défendre les villages. Dans les plaines du Sahel, les tambours ont remplacé le bruit des chaînes. Des agriculteurs reviennent cultiver leurs terres. Des écoles rouvrent, et la poussière du désert s'élève non plus sous la fuite, mais sous la marche ordonnée de bataillons neufs. Pour la première fois depuis des décennies, le mot justice ne renvoie plus au châtiment, mais au service. Et pourtant, cette renaissance soulève une interrogation essentielle. La rédemption peut-elle devenir doctrine d'État sans engendrer sa propre ombre ? C'est dans cette tension que se situe le pari de Traoré, transformer la honte en devoir, sans perdre l'âme d'une nation. Car derrière chaque uniforme repassé, chaque drapeau hissé, demeure une histoire de fracture et de réparation. Le Burkina Faso, autrefois pièce d'un échiquier géopolitique, écrit désormais son propre jeu. Et les puissances voisines, de Bamako à Niamey, observent avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Au centre de cette transformation se tient Ibrahim Traoré, figure à la fois militaire et philosophique, que les médias locaux surnomment le soldat du sens. Son charisme tient moins à la force qu'à la cohérence. Il agit comme il parle, et parle comme il combat. Dans les camps d'entraînement de Pau, il rend souvent visite aux ex-détenus devenus recrues, s'entretenant avec eux non sur la stratégie, mais sur la dignité. Un homme sans fierté, disait-il, ne défendra jamais sa maison. Les premiers résultats dépassent la rhétorique. Dans plusieurs provinces du Nord, autrefois sous la menace des groupes armés, les marchés ont rouvert. Les routes de ravitaillement, longtemps coupées, accueillent à nouveau les convois civils. Les habitants décrivent une atmosphère nouvelle. La peur recule, la confiance se répand comme une onde. Les autorités locales, jadis réduites à la survie, reprennent leurs fonctions publiques. L'armée, quant à elle, retrouve sa crédibilité, non plus comme force d'occupation, mais comme miroir de la société qu'elle protège.
Les observateurs étrangers restent prudents, évoquant une réforme aussi brillante que risquée. Mais pour les Burkinabés, c'est une question de salut collectif. Mieux vaut un espoir armé qu'une paix imposée. Sous la main ferme mais méthodique de Traoré, le pays découvre que la reconstruction n'est pas un miracle, mais une méthode. Tout commence par l'Indorsar, par un ordre bref, signé d'une main ferme. Ibrahim Traoré exige la liste complète de tous les détenus incarcérés pour des délits liés à la faim, à la pauvreté ou à la survie. Les juges hésitent, les bureaucrates se figent, les gardiens tremblent. Le pays comprend que la justice va changer de visage. En quelques semaines, les prisons de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou s'ouvrent. Les hommes sortent, silencieux, incrédules. On leur distribue des uniformes, puis 2 phrases. Vous avez une dette envers votre nation. Voici comment vous allez la payer. Un programme voit le jour, porteur d'une chaleur inattendue, celle de la rédemption. Les 15 600 hommes sont envoyés dans des camps d'entraînement, à Pau d'abord, puis dans les plaines du Nord. Ils apprennent à marcher, ramper, viser, mais aussi à lire, écrire et comprendre l'histoire du continent. Les instructeurs, anciens combattants aguerris, ne les ménagent pas. Chaque erreur coûte des pompes, chaque jour se gagne à la sueur. Vous êtes des soldats, pas des repentis, répète un sergent, la voix rauque. Dans la poussière du matin, la honte fond. Les ex-détenus deviennent frères d'armes. Les soirs, les classes s'animent. Sous la lumière vacillante des lampes à pétrole, on enseigne Thomas Sankara, la souveraineté, la dignité. On lit à voix haute des phrases gravées sur les murs. Un homme sans liberté ne peut défendre sa maison. Peu à peu, une doctrine s'impose. La justice ne punit plus, elle forge. À l'extérieur, la rumeur enfle. Certains diplomates parlent d'une militarisation du désespoir. D'autres y voient un laboratoire d'indépendance africaine. Les capitales occidentales observent, inquiètent. Elles redoutent qu'un modèle né de la pauvreté puisse devenir un symbole de puissance. Mais dans les villages, c'est une autre chanson qui s'élève. Les maires apportent du mil au camp. Les artisans fabriquent des emblèmes de bois en forme de chaînes brisées. L'espoir circule comme un vent chaud sur les routes du Sahel. En quelques mois, les unités pénitentiaires deviennent des unités d'élite. Déployées dans les zones reconquises, elles sécurisent les marchés, rouvrent les routes, protègent les récoltes. Le taux d'embuscade chute, les rapports militaires le confirment. Les analystes évoquent une efficacité tactique surprenante. Des ex-prisonniers défendant les villages dont ils sont issus, connaissant chaque sentier, chaque arbre. C'est du génie local, brutal mais rationnel. Traoré ne s'en cache pas. Le colonialisme a volé nos bras et nos esprits. Il est temps de les reprendre. Sa vision dépasse la sécurité. Il forge une philosophie où la valeur d'un homme se mesure à son utilité pour la communauté. Et dans les rues de Ouagadougou, les enfants chantent désormais le nom de ceux qu'hier encore on appelait criminels. La transformation du Burkina Faso n'est pas qu'un récit symbolique. Elle s'appuie sur des faits mesurables. Selon les données publiées par le ministère de la Défense, 92% du territoire national est désormais sécurisé, contre seulement 54% en 2022. Ce bond de près de 30 points en 2 ans témoigne d'un basculement logistique et moral sans précédent dans l'histoire récente du Sahel. Les unités pénitentiaires, initialement conçues comme une expérimentation marginale, représentent aujourd'hui environ 15 600 hommes, soit près d'un quart des effectifs mobilisables du pays. Leur taux de rétention après 6 mois d'entraînement dépasse 87%, un niveau équivalent à celui d'unités régulières bien plus anciennes. Chaque chiffre traduit une mutation profonde. Les anciens prisonniers ne sont plus un poids pour l'État, mais une ressource pour la défense. Le coût moyen d'un détenu par an, évalué à 200 000 FCFA, s'est transformé en investissement stratégique équivalent à la moitié de cette somme, redéployé sous forme d'instruction, de logement et d'intégration communautaire.
Sur le terrain, les résultats sont visibles. Les attaques recensées dans les provinces du Nord ont diminué de 41% depuis le premier déploiement des unités pénitentiaires. Les routes reliant Kaya, Dori et Djibo, autrefois jugées impraticables, sont de nouveau fréquentées par les transporteurs civils. Les convois d'aide humanitaire, qui nécessitaient auparavant des escortes aux étrangères, circulent désormais sous pavillon national. Chaque kilomètre repris est une leçon de géopolitique. La souveraineté ne s'importe pas, elle se construit. Mais au-delà des statistiques, l'expérience révèle un changement psychologique. Les unités pénitentiaires fonctionnent sur un modèle d'autodiscipline collective. Les hommes ne sont pas payés comme des soldats traditionnels. Ils reçoivent une solde de rédemption, calculée selon les services rendus et les objectifs communautaires atteints. Certains reversent jusqu'à 30 de leurs primes à leurs familles, redonnant un rôle social à ceux qu'on croyait perdus. Les taux de récidive parmi les anciens détenus sont tombés sous les 5%, un record sur le continent. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne suffisent pas. Lors d'un discours au camp de Pau, il a déclaré « Nous ne voulons pas prouver que nous avons raison, mais que nous pouvons survivre sans permission. » Cette phrase résume la philosophie qui sous-tend chaque réforme. Mesurer non pas la conformité aux standards étrangers, mais la cohérence avec la dignité nationale. Ainsi, derrière les graphiques et les bilans, le Burkina Faso a inventé une équation inédite où la statistique devient une arme morale. Les données, ici, ne décorent pas un rapport. Elles racontent une libération chiffrée, un redressement tangible. Et chaque unité pénitentiaire formée ajoute une ligne à cette démonstration silencieuse. Une nation peut renaître à partir de ses marges. La critique n'a pas tardé. Pour certains observateurs occidentaux, Ibrahim Traoré aurait créé un précédent dangereux, celui d'une armée née de la misère. Transformer des détenus en soldats, c'est, disent-ils, l'arme du désespoir. Un pari qui risque de militariser la pauvreté et d'ouvrir la porte à de nouveaux abus. Les voix des chancelleries parlent de populisme martial, d'idéologie romantique, de justice renversée. Mais la réplique du terrain est implacable. Là où les théories dénoncent, les faits se contredisent. Le taux d'insécurité a chuté de près de 40%. Les attaques se raréfient et les zones rurales renaissent. Les criminels d'hier, devenus défenseurs de leur sol, ont rendu confiance à des villages entiers. Ils ne se battent pas pour un régime, mais pour leur propre champ, leur famille, leur mort. Cette fidélité organique défie les schémas importés. On ne conquiert pas une telle loyauté avec un salaire, mais avec du sens. Les adversaires de Traoré avancent un autre argument, qu'une telle politique, fondée sur la réhabilitation par les armes, créerait une génération de fanatiques. Pourtant, dans les camps, l'enseignement mêle l'histoire, la philosophie et la discipline civique. Chaque recrue apprend que le fusil n'est qu'un outil, que la vraie bataille est intérieure, celle contre la honte et la résignation. Ce cadre idéologique, inspiré de Thomas Sankara, transforme la révolte en conscience. La vérité se situe peut-être entre ces deux pôles. Le projet de Traoré reste risqué, mais il répond à une urgence historique, celle de sauver une nation avant qu'elle ne s'effondre. Face à un monde qui prêche la démocratie tout en vendant des armes, son geste apparaît non comme une provocation, mais comme un miroir. Le Burkina Faso, petit par la taille, rappelle que la souveraineté n'est pas une faveur. C'est un fardeau que l'on porte, même à main nue. Rien n'était prévu. C'est là que la phrase qu'aurait soufflé Ibrahim Traoré au soir du déploiement des unités pénitentiaires. Elle résume le basculement. Le projet n'est plus une expérience, mais une réalité militaire. Les camps se sont vidés, les casernes se sont remplies.
Dans le nord, les ex-détenus patrouillent Massampi sous le même drapeau que ceux qui jadis les avaient arrêtés. Une fraternité improbable, née de la survie et du devoir. Le Sahel, longtemps synonyme de chaos, découvre une forme d'ordre issue de la poussière. Les marchés rouvrent, les champs remplacent les tirs, et la peur perd son empire. Mais derrière la victoire, un silence plane. La France redéploie ses avions de renseignement au-dessus du Sahel. Les radars s'allument, les rapports diplomatiques s'épaississent. Dans les couloirs du ministère, on murmure que la réussite du Burkina Faso inquiète, non parce qu'elle menace militairement, mais parce qu'elle inspire idéologiquement. Ce n'est plus seulement une histoire nationale, c'est une fracture dans la logique coloniale, un cri de souveraineté qui franchit les frontières. Et le monde, cette fois, regarde sans comprendre. La réforme d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement transformé l'armée, elle a remodelé la société. Dans les villages du nord et du centre, les champs abandonnés sont de nouveau labourés. Les routes, jadis coupées, accueillent les marchés du matin. Les paysans témoignent d'un retour progressif de la confiance. Ils travaillent sans escorte, redécouvrant le lien entre terre et dignité. Le revenu agricole moyen a augmenté de 28% en un an. Là où les ONG voyaient un désert social, s'étend désormais un tissu de coopératives locales soutenues par les unités pénitentiaires. Ces 15 hommes forment la charpente d'une nouvelle élite ouvrière, formée à la mécanique, à la logistique et à la sécurité civile. Ils interviennent désormais dans les infrastructures rurales. Près de 60% d'entre eux participent à des chantiers civils en rotation, construisant écoles, puits et routes. Ce qu'on appelait main-d'œuvre perdue devient bras de la reconstruction. La génération montante, inspirée par Traoré, adopte un style de gouvernance plus horizontal. Les maires des zones libérées refusent désormais les financements étrangers conditionnés, préférant les budgets participatifs communautaires. Ce modèle, autrefois théorique, se consolide. Des anciens cadres militaires rejoignent les conseils municipaux, illustrant la fusion du service civil et du service armé. Dans la sphère diplomatique, la mutation est tout aussi visible. Les États voisins, Mali, Niger, Guinée, observent et imitent. Certains parlent déjà d'une approche où la justice répare avant de punir. À Bamako, des conseillers étudient la faisabilité d'un programme similaire. À Niamey, l'armée forme un groupe pilote sous supervision burkinabé. Ce rayonnement régional inquiète les chancelleries occidentales, qui y voient une contagion idéologique. Mais le plus grand effet n'est ni militaire ni diplomatique. Il est psychologique. Dans les écoles, on enseigne que la honte n'est pas un héritage, mais une étape. Dans les médias locaux, les débats évoquent la fierté utile, ce moment où la douleur se convertit en responsabilité. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme une périphérie, devient le centre d'un récit africain nouveau. Et derrière chaque pas de ces soldats réhabilités, derrière chaque récolte revenue, une idée persiste. La souveraineté ne se déclare pas, elle se pratique, jour après jour, par ceux qui refusent de plier. L'histoire que tisse Ibrahim Traoré n'est pas close. Elle s'avance vers un horizon incertain. Le Burkina Faso pourrait consolider ses acquis territoriaux. Les unités pénitentiaires deviendraient un corps régulier intégré aux forces nationales. Les investissements agricoles et miniers reprendraient lentement, soutenus par une sécurité endogène. Ce chemin repose sur un équilibre fragile. Maintenir la discipline des nouvelles unités tout en évitant leur politisation. Les experts régionaux estiment qu'il offrirait d'une croissance modérée de 3,5% et une stabilité suffisante pour inspirer d'autres nations du Sahel. Ou bien, la réforme pourrait dépasser les frontières. Les pays voisins, convaincus par les résultats, s'uniraient autour d'une alliance sécuritaire panafricaine. Les unités pénitentiaires serviraient de modèle à des brigades mixtes de rédemption et de développement. Les partenaires internationaux, contraints de réévaluer leur politique, soutiendraient Drossem.
désormais la coopération technique plutôt que l'ingérence. Le Burkina Faso deviendrait alors un laboratoire d'autonomie continentale, et Traoré, une figure doctrinale, non par culte, mais par cohérence. Mais il existe aussi un risque. Les tensions internes ou les infiltrations étrangères pourraient fragiliser l'expérience. Une frange radicalisée des unités pénitentiaires pourrait échapper au contrôle central. Les puissances extérieures trouveraient alors un prétexte pour intervenir préventivement, ressuscitant la dépendance. Ce scénario, redouté par les analystes africains, ramènerait le pays au cycle des interventions, et la rédemption se changerait en revanche. Entre ces chemins se glisse un principe de prudence. Si la justice armée veut durer, elle doit rester au service du peuple et non de sa propre gloire. Ibrahim Traoré le sait. Il parle souvent de « humilité stratégique ». Le pouvoir, répète-t-il, n'est pas un trophée, mais une responsabilité qu'on tient tant qu'on garde la foi dans le collectif. La sagesse du moment se résume ainsi. Si la dignité fut conquise par les armes, elle ne survivra que par la mesure. Chaque révolution finit par atteindre ceux qui l'observent. Sous Ibrahim Traoré, le récit du Burkina Faso ne se limite plus aux frontières. Il se glisse dans les conversations, les écrans et les consciences. Dans les universités de Dakar, des étudiants débattent de la rédemption comme d'une doctrine. À Abidjan, des jeunes soldats partagent des extraits de ces discours comme des mantras. Même en Europe, certains analystes reconnaissent que l'expérience burkinabé force à repenser la relation entre justice et sécurité. Pour le spectateur, ce bouleversement pose une question directe. Que signifie la dignité dans un monde où la souveraineté est souvent louée, mais rarement vécue? Les images des 15-600 d'hommes marchant dans la poussière ne racontent pas seulement une libération nationale. Elles symbolisent un refus universel, celui d'être défini par la faiblesse. Dans les rues de Ouagadougou, les habitants ne prononcent plus le nom de Traoré avec crainte, mais avec gravité. Ils disent « C'est celui qui nous a rendus visibles ». Cette visibilité n'est pas une gloire personnelle, c'est une lumière collective, née d'un peuple longtemps relégué. Le spectateur extérieur, lui, oscille entre fascination et doute. Mais il ne peut ignorer cette leçon. Lorsqu'un pays pauvre cesse de mendier pour commencer à bâtir, il redevient acteur du monde. Et le message, porté au-delà du Sahel, touche jusqu'aux capitales les plus sceptiques. Ce qui naît de la nécessité peut inspirer la liberté. Ibrahim Traoré sait que le courage ne suffit pas. Il faut une méthode. Son équipe a donc tracé une feuille de route précise. D'abord, consolider les unités pénitentiaires en formant 3000 cadres supplémentaires issus des rangs des ex-détenus pour encadrer les nouvelles recrues. Ensuite, sécuriser les récoltes avec un plan agropastoral qui prévoit la réhabilitation de 40 000 hectares de terres abandonnées et la création d'unités de défense villageoises coordonnées avec les unités pénitentiaires. Puis, rendre la justice mobile avec des tribunaux itinérants qui parcourent les zones rurales pour statuer sur les conflits fonciers, chaque décision accompagnée d'un suivi communautaire, afin que la réconciliation soit visible, non théorique. Également, transformer la formation en introduisant dans les académies militaires un module de philosophie politique africaine et de droit coutumier, pour armer les esprits autant que les mains, et éviter que la force ne devienne un absolu. Enfin, bâtir une diplomatie du Sahel, en poussant à une alliance entre Burkina, Mali et Niger, un axe de coopération militaire, mais aussi culturelle, où l'objectif n'est pas la conquête, mais la cohérence. Défendre ensemble ce qu'ils ont reconquis seuls. Dans cette méthode, rien n'est laissé au hasard. Chaque pas est un équilibre entre réparation et projection. Le Burkina Faso n'avance plus à l'ombre de la peur, mais à la lumière d'une discipline retrouvée. La nuit tombe sur le Sahel, et la poussière se mêle à la lumière des lampes. Dans un silence habité, Ibrahim Traoré repasse les cartes du territoire, mais c'est la carte humaine qu'il contemple. Là où jadis s'élevaient des murs de honte, se dressent aujourd'hui des hommes debout. Les prisons ne sont plus des lieux d'oubli, mais des symboles d'une justice
du justice refondée. Au camp de Pau, un ancien détenu salue son fils, venu lui rendre visite. L'enfant touche l'uniforme de son père et murmure « C'est chaud, papa. Cette chaleur, ce n'est pas la gloire, c'est la vie revenue. Chaque chaîne brisée devient une cicatrice lumineuse. » Le Burkina Faso n'est plus seulement un pays résistant. Il est devenu un miroir où l'Afrique se reconnaît non dans ses plaies, mais dans ses renaissances. Et quand Traoré parle de souveraineté, ce n'est plus une abstraction, c'est un souffle, celui d'un continent qui recommence à respirer par lui-même. Une phrase résonne alors, simple et définitive. Ce que nous avons reconstruit avec nos mains, personne ne pourra le reprendre. Le Burkina Faso ferme un chapitre, mais le livre reste ouvert. Sous Ibrahim Traoré, la rédemption est devenue une politique, la dignité, une stratégie. Pourtant, l'histoire n'appartient pas seulement à ceux qui la mènent, elle appartient aussi à ceux qui la comprennent. Ceux qui entendent ce récit, qu'il soit Togo, à Bamako, Paris ou Dakar, font désormais partie du même débat. Jusqu'où un peuple peut-il aller pour redevenir maître de son destin? Les chaînes sont tombées, mais la vigilance demeure. Chaque victoire, ici, demande son gardien. Chaque liberté, sa mémoire. L'Afrique du Sahel ne cherche pas des sauveurs. Elle réclame des témoins lucides, car la souveraineté n'est pas un spectacle. C'est un engagement, une présence, une parole tenue. Et dans la poussière qui retombe sur les plaines, une vérité subsiste. Le monde ne changera pas par peur des empires, mais par fidélité à soi-même. Alors, spectateur ou acteur. Or. L'histoire avance et le choix, désormais, t'appartient.